Bonjour, bienvenue à tous dans cet amphithéâtre Gaston Berger. Je vous présente Éric Chassande-Motin, qui est chercheur CNRS au laboratoire Astroparticules et Cosmologie à Paris. Il a travaillé depuis des années sur un sujet dont les astronomes nous parlent depuis des années, voire des décennies. L'ouverture d'une nouvelle fenêtre sur l'univers, d'une nouvelle astronomie, l'astronomie gravitationnelle. Alors on en parlait, il y a déjà eu au cours de ces rencontres du ciel et de l'espace précédentes beaucoup de conférences concernant ce sujet-là, mais c'était encore prospectif. On parlait de la mise au point, de ce qu'on allait voir. Et là, maintenant, depuis le 15 septembre dernier, on a vu cette astronomie existe. On a vu la coalescence de 2 trous noirs qui a été annoncée au mois de février. C'est la première fois qu'on détecte le passage d'ondes gravitationnelles. Je ne vous dis pas plus de quoi il s'agit. Je pense que notre invité sera à même de vous le décrire bien mieux que moi. Il va vous raconter les secrets, les arcanes de cette découverte formidable et de cette nouvelle astronomie qui maintenant existe. Merci Philippe. C'est très impressionnant pour moi de me retrouver devant une salle comme ça. C'est vraiment la première fois que ça m'arrive. C'est très impressionnant aussi de parler après André Braic, avec qui j'ai le seul point commun, qui est que nous partageons une partie de l'affiliation, puisque l'APC, Astroparticules et Cosmologie, est aussi un laboratoire de Paris 7, là où Paris Diderot, là où enseignait André. Et oui, donc le titre de ma présentation, c'est l'astronomie gravitationnelle à l'écoute du côté obscur de l'univers. Je ne vais pas parler de guerre des étoiles, d'accord, que ce soit clair, mais je vais parler d'ondes gravitationnelles, et c'est ce que je vais essayer de partager avec vous aujourd'hui. Donc, en guise d'introduction, je voudrais rappeler que la physique moderne, aujourd'hui, s'appuie sur une description de 4 forces interactions fondamentales, 2 à courte distance, et 2 à plus longue portée. Et pour l'instant, on ne connaît ou on a observé les ondes qui sont liées à ces interactions seulement pour l'une de ces interactions, qui est l'interaction électromagnétique, les photons. La lumière. La lumière sur toutes ses formes, des ondes radio, des micro-ondes, des rayons X et des rayons gamma, et aussi du visible, la lumière que nous voyons avec nos yeux. La quasi-totalité de notre connaissance de l'univers repose sur l'observation de sources lumineuses, sur l'observation de cette lumière qui nous vient de l'espace. Cette situation a maintenant radicalement changé depuis septembre dernier, puisque maintenant nous avons un nouveau vecteur d'information sur l'univers. C'est l'unique autre interaction à longue portée, la gravitation qui nous intéresse ici, et les ondes qui sont reliées à cette interaction, les ondes gravitationnelles. Donc, par ce biais-là, par l'observation de ces ondes, on peut apprendre des choses sur les objets qui résident dans l'univers, et en particulier les objets qui n'émettent pas de lumière et qui sont donc des sources obscures, d'où le titre de ma présentation. Comme par exemple cette binaire de trous noirs dont on va parler. Alors voilà le plan de ma présentation. Alors, je ne suis pas un astronome, je ne suis pas un astrophysicien, bizarrement. En fait, moi, je suis quelqu'un qui m'occupe des données dans l'instrument. Alors, ça donnait une certaine coloration à cette présentation. Je vais parler de physique, évidemment, je vais parler d'astrophysique, mais je vais aussi parler de comment est-ce qu'on extrait l'information des données. J'ai pensé que c'était un élément intéressant qui pouvait intéresser aussi les gens dans cette salle. Donc, je vais commencer par une introduction sur les ondes gravitationnelles. Je vais parler des détecteurs qui permettent d'aller voir les ondes gravitationnelles. C'est des détecteurs qui utilisent la technique dite d'interférométrie, on va voir ce que c'est. Et j'en ferai un petit historique. Et puis, je parlerai donc de la première prise de données qui est associée à la détection que nous avons faite en septembre dernier de la première onde gravitationnelle. J'expliquerai donc comment est-ce qu'on extrait les informations des données qu'on a recueillies,
Je donnerai les implications astrophysiques, qu'est-ce que ça nous apprend sur l'univers, sur les objets qui composent l'univers, et en particulier sur les trous noirs. Et puis je parlerai aussi d'une tentative qu'on a faite, qui a été d'essayer d'aller voir s'il existait une contrepartie lumineuse. Donc on a reçu une onde, est-ce que la source qui a émis cette onde a aussi émis de la lumière? Ça, c'est quelque chose qu'on a essayé d'observer. Et puis je donnerai une petite page de perspective sur ce qui nous attend ensuite dans le futur. Alors je commence avec une présentation des ondes gravitationnelles, et tout ça est évidemment relié à la théorie de la relativité générale, établie par Albert Einstein, publiée en 1915, donc à peu près il y a un siècle à peu près. Albert Einstein, dans sa théorie de la relativité générale, part d'une idée totalement nouvelle et incroyablement originale. Jusqu'alors, l'espace et le temps étaient des données fixes, des objets fixes et immuables, et il introduit l'idée que l'espace et le temps peuvent être un objet déformable et dynamique. C'est à partir de là qu'il déroule sa théorie, et la gravité émerge dans cette théorie comme un effet purement géométrique. L'espace-temps est un objet déformable, il peut se courber, et la gravité, c'est la courbure de l'espace-temps. Il introduit aussi une équation, alors il y aura quelques équations dans ma présentation, ne soyez pas effrayés, en particulier celle-ci, c'est l'équation d'Einstein, c'est une équation qui en fait décrit la dynamique et comment se déforme l'espace-temps. Je ne vais pas expliquer grand-chose de cette équation, je voulais juste montrer comment elle est simple. Alors évidemment, elle cache énormément de choses compliquées, je vais y revenir. Mais en gros, cette équation décrit comment est-ce que la géométrie de l'espace-temps, le terme à gauche, donc la gravité, interagit avec, est déterminée par le contenu matériel et le contenu énergétique des objets qui sont inclus dans l'espace-temps. Donc il y a une relation entre géométrie de l'espace-temps et contenu matériel. Alors, une manière d'expliquer ça, c'est d'aller voir le système Terre-Soleil que vous voyez en bas là. Si la Terre, qui est en orbite autour du Soleil, évidemment, comme vous le savez, ressent la gravité du Soleil, c'est parce qu'elle ressent la courbure de l'espace-temps due à la présence du Soleil, d'accord, qui est représenté ici comme le trou, d'accord, qui est causé par le Soleil dans une nappe élastique qui pourrait représenter l'espace-temps, d'accord. D'accord, elle ressemble, elle est au bord du puits créé par le Soleil, et donc c'est par là même qu'elle ressent la gravité. Un physicien théoricien américain spécialiste de la relativité générale, John Wheeler, a expliqué en deux phrases, je les ai reproduites ici en anglais, très bien ce que veut dire cette équation, l'équation d'Einstein. L'espace-temps dit à la matière comment elle se meut, la matière dit à l'espace-temps comment il doit se courber. Voilà, c'est les deux manières de voir cette équation. Alors, l'équation d'Einstein, comme je disais, c'est une équation simple à écrire comme ça, extrêmement compacte, mais en fait, elle cache un grand nombre d'équations. C'est un système d'équations aux dérivées partielles couplées, non linéaires, et il y en a 16. Donc, évidemment, on a quelques symboles pour décrire des choses qui sont extrêmement compliquées, et donc on n'arrive pas à résoudre ces équations dans les cas généraux, c'est extrêmement compliqué. Merci beaucoup. Super. On n'arrive pas à les résoudre dans le cas général, mais il y a certains cas où on arrive à les résoudre. Et un de ces cas, c'est quand on se place dans un espace plat, d'accord. Donc maintenant, l'espace peut se courber, d'accord. Donc l'espace peut être plat aussi, dans un espace où il n'y a rien. Et on fait on introduit une petite perturbation. Alors cette petite perturbation, elle est appelée H ici. On peut résoudre les équations d'Einstein dans ce cas-là. Et on arrive à une autre équation, je vous rassure, c'est la dernière équation que je vais vous montrer, qui est celle-là. Et c'est une équation importante, celle-là, c'est une équation qu'on appelle l'équation d'onde, et qui veut dire que le petit h là qu'on est en train de regarder, il est pas n'importe quoi.
C'est une onde, ça veut dire que c'est quelque chose qui se propage, qui a une vitesse de propagation. Et c'est aussi quelque chose qui se propage radialement. D'accord ? C'est une radiation, c'est-à-dire que son amplitude va décroître avec le rayon. Comme l'animation qui est représentée ici, vous voyez, la couleur représente l'amplitude et au fur et à mesure, l'onde est évanescente, son amplitude décroît. Et donc, ce que ça veut dire, ça, c'est qu'il existe, d'accord, c'est la démonstration qu'il existe des ondes d'espace et de temps. Voilà. C'est comme ça que Einstein a démontré l'existence des ondes gravitationnelles, ce qu'il a fait en 1918, je crois. Il est revenu ensuite, il y a toute une histoire, je ne vais pas avoir le temps de rentrer dans les aspects historiques de cette découverte-là. Peut-être que quelques autres orateurs, dans le courant de ces présentations, de ces journées-là, vont y revenir, mais voilà. Alors, on sait que les ondes gravitationnelles existent, ces perturbations de l'espace-temps qui se propagent, mais quelles sont leurs propriétés ? Alors, la théorie nous prédit un certain nombre de choses. D'abord, elle prédit que la vitesse de propagation de ces ondes, c'est la même que celle de la lumière. D'accord ? Alors ça résout un problème qui était que jusqu'à maintenant, on avait une gravitation qui était une gravitation newtonienne qui agissait instantanément à des distances infinies. Maintenant, on a une gravitation qui, elle, possède une vitesse de propagation. D'accord ? Ça résout un grand problème en physique, le problème de causalité. Elles nous disent aussi que ces ondes sont transverses. Alors, qu'est-ce que ça veut dire transverse ? Ça veut dire que ces ondes-là, elles ont un effet dans un plan perpendiculaire à la vitesse de propagation. On va expliquer ce que ça veut dire. Elles existent en deux polarisations indépendantes, une polarisation plus et une polarisation croix. Et on peut mesurer leur amplitude par un paramètre qu'on appelle H, qui est un paramètre sans dimension. Alors c'est un petit peu particulier en physique parce que d'habitude les paramètres ont une unité, des watts, des volts, des mètres. Ce paramètre-là n'a pas d'unité, c'est un pourcentage en fait, d'accord ? C'est une fraction de déformation, une fraction relative de déformation. Alors allons-y. Donc, quels sont les effets d'une onde gravitationnelle ? Je vais partir d'un ensemble de masses test. C'est ce que je représente ici. Tous les petits ronds, là, c'est des objets matériels, d'accord, qui sont sujets uniquement à la gravité. Il n'y a pas d'autres forces qui sont portées là-dessus. Ils n'ont pas de charge. Ils sont soumis uniquement à la gravité. Et je fais propager une onde gravitationnelle perpendiculairement par rapport au plan de projection ici. D'accord ? Mais ce que je vais voir, ça c'est comment est-ce que ce cercle de masse test va changer au cours du temps. Et vous voyez que la distance entre les masses test va changer. La déformation, ça va s'étirer dans un sens, tandis que ça va se contracter dans l'autre, et vice-versa. D'accord ? Donc c'est un phénomène ondulatoire, d'accord ? On revient au même état au bout d'un certain temps, et puis on recommence. La polarisation croît ici, c'est le même effet, mais avec un angle de 45 degrés. Okay ? Donc ça, c'est l'effet des ondes gravitationnelles sur les objets matériels, et en particulier sur l'espace-temps, c'est-à-dire ce qu'on a déformé ici, c'est pas les objets eux-mêmes, c'est même pas la position des objets, mais c'est qu'on a étiré l'espace-temps à l'intérieur du cercle. Là, dans mon petit diagramme ici, j'ai utilisé un paramètre H qui est de 50%, 0,5, d'accord ? Parce que la différence de longueur entre le grand axe là, et le petit axe ici, rapporté au rayon du cercle, eh bien, c'est en gros 1,5. C'est le grand axe est à peu près 2 fois plus grand que le rayon du cercle. On va voir que la valeur de H typique pour les ondes gravitationnelles est beaucoup plus petite que ça. Alors voilà, donc ça représente une onde gravitationnelle qui se propage dans l'espace. Vous retrouvez mon cercle de masse en chute libre ici, soumis uniquement à la gravité, et on voit l'onde qui se propage dans l'espace et qui déforme le cercle de masse en chute libre.
Alors, on sait maintenant que les ondes existent, on connaît leurs propriétés, mais essayons de comprendre maintenant comment les produire, ces ondes. D'accord ? On ne sait pas encore comment les produire. Alors là, c'est un petit peu plus délicat, donc il va falloir un peu s'accrocher. Bon, pour commencer, on va faire une analogie avec ce qu'on connaît, les ondes électromagnétiques, la lumière. Pour produire la lumière, c'est facile. Il faut accélérer des charges. On prend des charges, des protons, des électrons, on les accélère, on produit de la lumière. D'accord ? Alors, bon, ça ne marche pas n'importe comment, et pour ça, il va falloir que j'explique une chose qui est un concept mathématique. Alors, peut-être que ça plaira aux professeurs de mathématiques et aux professeurs de physique dans la salle, mais on va y aller doucement, d'accord ? Donc, en général, pour expliquer comment ça marche, eh bien, on a une distribution de masse. Disons qu'on a n protons, quoi. On a 10 protons, d'accord ? Des charges positives. Et on va essayer en fait, l'émission électromagnétique qu'elles peuvent créer, ces 10 protons, eh bien, ça dépend de comment ils sont distribués, quelle est la géométrie, comment est-ce qu'on les a arrangés dans l'espace. D'accord ? Et pour comprendre ces géométries, il y a un outil mathématique qui est très utile, qui est ce qu'on appelle le développement multipolaire. Alors, c'est un grand mot pour finalement pas grand-chose. Allons voir. C'est ce que j'ai représenté ici. Donc, le développement multipolaire, en fait, essaye de résumer la distribution des masses par un nombre. D'accord ? Et puis, alors, on va essayer une image grossière, et puis on va essayer de raffiner, d'ajouter des détails de plus en plus pour comprendre vraiment comment ils sont distribués, ces 10 protons. Alors d'abord, on va regarder comment est-ce qu'ils sont distribués, quelle est la masse totale qu'on a, c'est-à-dire 10 protons. Donc on va multiplier chaque charge par 1, et puis on va les ajouter, et on aboutit à 10 protons. Et ça, c'est le détail le plus grossier qu'on peut avoir, et c'est le monopôle. C'est ce qu'on appelle le monopôle. 10 protons, on peut les bouger comme on veut, ça restera 10 protons. Le monopôle, il est constant. Il est constant parce que le nombre de charges est conservé. D'accord ? Le nombre de charges est conservé, le monopôle est constant, il n'y a pas d'émission d'ondes au monopôle. Très bien. Je vais au degré suivant, au degré de détail suivant. Le degré de détail suivant, c'est le dipôle. Alors le dipôle, c'est quoi ? Je prends l'espace, je le divise en deux par un plan de référence. Je compte les protons d'un côté, je compte les protons de l'autre, et je soustrais le nombre 1 avec le nombre 2. D'accord ? Je fais la différence. Je regarde, en gros, de quel côté il y a plus de protons. Et je fais ça pour un plan comme ça, et puis un plan comme ça. D'accord ? Je fais ça dans les 3 plans possibles de découpe de l'espace. Et puis je regarde si ça varie. Alors, si je commence à bouger les protons, si je commence à les accélérer, oui, ça va varier. Alors, je vais pouvoir créer une onde. Les ondes électromagnétiques sont liées à la variation du dipôle électrostatique. D'accord ? Passons maintenant aux ondes gravitationnelles. Les ondes gravitationnelles, on les crée en accélérant des masses. D'accord ? Les masses, c'est la charge gravitationnelle. C'est l'équivalent de la charge électrostatique, mais pour la gravitation. Donc, on va distribuer des masses et on va faire le même petit jeu. On va aller regarder comment est-ce qu'elles sont distribuées dans l'espace. Monopôle, mon nombre de masses, d'accord ? C'est mon nombre de masses que j'ai placé dans l'espace. Là aussi, il est conservé. Si je les bouge, je reste toujours avec le même nombre de masses. Et donc, je n'ai pas d'émission au monopôle. Au dipôle, ce qui se passe, c'est que si je regarde la variation du dipôle, en fait, je peux montrer que c'est proportionnel à m fois la vitesse des masses. M fois la vitesse des masses, ça me fait penser quantité de mouvement, quantité qui est conservée en physique. Si vous jouez aux boules à la pétanque et vous faites un carreau, d'accord ? Eh bien, la boule que vous faites partir avec la boule que vous avez lancée, elle part parce que le produit masse-vitesse est conservé. Le produit masse-vitesse est transféré de la boule que vous avez tirée vers la boule que vous avez, éloignée. D'accord ? Et donc, il se passe la même chose ici. Le produit masse-vitesse est conservé et il n'y a pas de dérivée, il n'y a pas d'oscillation du dipôle gravitationnel. Et donc, il n'y a pas d'émission gravitationnelle au niveau du dipôle. Et donc, il faut passer au niveau successif, le quadrupôle. On est toujours là ? Le quadrupôle, c'est un truc qui va regarder comment est-ce que ma distribution est dissymétrique selon un des axes. D'accord ?
je vais regarder mes 10 masses, qui sont équivalents à mes 10 protons en termes électrostatiques, et je vais regarder si elles sont étirées dans un axe plutôt que dans un autre. D'accord ? Et si ça a lieu, à ce moment-là, si je commence à faire osciller, à faire bouger cette distribution de masse dissymétrique, eh bien, je vais créer des ondes gravitationnelles. Autrement dit, un objet sphérique ne crée pas d'émission gravitationnelle, parce qu'il n'y a pas de dissymétrie le long d'un axe. D'accord ? Il faut que je change de système, par exemple que je prenne un ballon de rugby, un ellipsoïde, ou alors que, par exemple, je prenne 2 sphères. Si je prends 2 sphères, à ce moment-là, il y a une dissymétrie selon un des axes. C'est exactement ce que représente ici mon haltère. Ici. Si je commence à faire bouger cet haltère, eh bien, je vais créer des ondes gravitationnelles parce qu'il y a une variation du quadrupôle. OK ? Voilà. Alors, c'est une condition nécessaire, cette variation du quadrupôle, mais elle n'est pas suffisante. C'est-à-dire que pour aller émettre des ondes gravitationnelles, il va falloir que je considère des objets qui sont gros. Alors pourquoi ? Parce que l'espace-temps, c'est certes un objet dynamique et déformable, mais pour le déformer, il faut y aller, quoi. Il faut sortir les chevaux, il faut développer de l'énergie, et donc il faut de très grandes masses et de très grandes vitesses. Il faut en fait des objets astrophysiques qui vont à des vitesses relativistes, d'accord, proches de la vitesse de la lumière. Et typiquement, quand on pense à Altair, on pourrait dire binaire d'étoiles, 2 sphères, et puis je vais commencer à les faire tourner. Exactement, c'est un bon modèle. Et donc, c'est ce que je vais faire ici, mais avant, c'est la dernière équation. J'avais dit que c'était la dernière équation. Non, ce n'est pas la dernière, c'était l'avant-dernière. Là, c'est la dernière équation. C'est l'équation dite du quadrupôle. On retrouve ici le quadrupôle, ici. Alors, les 2 points disent, c'est variation du quadrupôle. Ça veut dire variation. Ça, c'est la distance de la source. Ça, c'est le quadrupôle de la source. Et puis là, il y a une constante qui fait intervenir des constantes fondamentales de la physique. G, c'est la constante universelle de gravitation, d'accord, celle qui explique l'échelle, la loi d'échelle, qui donne une échelle à l'interaction gravitationnelle. Et C, ici, c'est la vitesse de la lumière. Alors ce nombre-là, G sur C à la puissance 4, c'est un nombre extrêmement petit. C'est 10-44. 10-44, c'est 0, 43 0 et un 1, d'accord ? Donc c'est une constante très très petite qui traduit en fait la très grande rigidité de l'espace-temps. Pour secouer l'espace-temps, pour créer des ondes dans l'espace-temps, il faut développer beaucoup d'énergie, il faut très grosse variation de moment quadrupolaire, donc il faut de très grandes masses et de très grandes vitesses. Cette équation, c'est la formule dite du quadrupôle, introduite par Einstein lui-même. Et je vais appliquer cette formule, d'accord, à un système qui est pas un système choisi par hasard, d'accord. Alors, si j'aurais pu choisir, par exemple, des choses que je peux produire sur Terre, des masses d'1 tonne que je commence à faire tourner à, je sais pas moi, une centaine de rotations par seconde ou des choses comme ça, et j'aurais très très vite compris que c'est pas la peine, quoi. C'est-à-dire que la valeur de H, l'amplitude des ondes gravitationnelles que je peux produire par ce biais-là, est bien trop faible pour pouvoir les détecter. Non, il faut que j'aille chercher des choses qui sont beaucoup, beaucoup plus grosses. Alors, je vais aller prendre 2 objets astrophysiques, on va dire, pour l'instant, 2 étoiles. Alors, peut-être pas des étoiles lumineuses, mais des étoiles qui font 35 fois la masse du Soleil, d'accord. Je vais les placer à 350 km l'un de l'autre. Alors, c'est impossible avec le Soleil, parce que le Soleil est bien plus grand que 350 km. Donc, vous comprenez que ces objets-là, c'est des objets bien plus compacts que le Soleil. Et puis, je vais les faire tourner à 75 fois 575 rotations par seconde. Alors, c'est un gros machin, quand même. Bon, vous allez comprendre pourquoi par la suite. Je vais placer cet objet-là à 1 milliard d'années-lumière de la Terre, d'accord ? Alors bon, effectivement, c'est loin, j'aurais pu le placer plus près, mais des objets comme ça, il n'y en a pas au coin de la galaxie, là. Donc, l'observateur qui est loin, ici, va percevoir une amplitude d'onde gravitationnelle de 10-21. Alors, encore une fois, c'est 0,21, 0 et 1 à la fin. Alors, c'est ridiculement petit, évidemment. Mais je vais vous montrer que ce genre d'amplitude-là, on peut dorénavant le détecter.
Une chose que je veux vous dire ici, c'est que l'onde que ça va créer, en fait, un petit peu comme une onde qui se propage à la surface de l'eau, d'accord ? La fréquence de cette onde, eh bien, elle est reliée directement à la vitesse de rotation des objets, la fréquence orbitale. En fait, c'est exactement 2 fois la fréquence orbitale. Pourquoi 2 fois la fréquence orbitale ? Parce que si on tourne le quadrupôle ici d'un demi-tour, on retrouve exactement le même. D'accord ? Donc finalement, il y a une symétrie là qui est en jeu, qui fait que à chaque demi-tour, donc à 2 fois la fréquence, on va produire des ondes gravitationnelles. Alors on savait que les ondes gravitationnelles existent. On avait une preuve observationnelle produite par une observation indirecte. D'accord ? On le savait depuis des années déjà. Et c'est ce que j'explique ici. Donc, les personnes dont j'ai introduit la photo ici ont observé un objet astrophysique qui s'appelle un pulsar binaire pour être exact, dont le nom est PSR B1913 plus 16. Et en fait, je pense que peut-être une bonne partie de la salle sait ce que c'est qu'un pulsar. Un pulsar, c'est une étoile à neutrons, c'est une étoile très dense, qui est fortement magnétisée et donc qui envoie des jets de lumière radio au pôle. D'accord ? Elle envoie des jets de lumière radio et c'est un jet qui est collimaté un petit peu comme un phare, en fait, un phare maritime. Et donc, quand cette étoile-là tourne, eh ben, le jet radio tourne aussi, et puis de temps en temps, le jet intersecte la Terre, et nous, on reçoit un pulse, d'accord ? Et d'où le nom pulsar. Et alors évidemment, si l'étoile est toute seule et qu'elle est en rotation et qu'il n'y a personne qui la gêne, eh ben, les pulses arrivent de manière très très régulière. En fait, c'est des pulses, pour certains des pulsars, la vitesse la fréquence d'arrivée des pulses est presque plus stable que les meilleures horloges atomiques qu'on est capable de faire aujourd'hui sur Terre. Très bien, et donc ils ont commencé à observer ce pulsar et puis ils ont vu que la régularité, elle n'était pas du tout là, quoi. Les pulses arrivaient un petit peu avec des retards, etc., qu'ils n'arrivaient pas à expliquer. Ils ont compris que, en fait, le pulsar, l'étoile à neutrons, n'était pas toute seule. Il y avait un autre objet, et cet objet-là, c'était une binaire, et donc cet objet-là était en rotation autour du pulsar qui lançait des pulses, et donc en regardant la manière avec les pulses arrivaient, le retard et l'avance des pulses, on peut comprendre comment est-ce que l'étoile compagnon orbite autour du pulsar qu'on est en train d'observer. D'accord ? Et en particulier, on est capable de savoir la fréquence, on est capable de déterminer un certain nombre de paramètres très importants, donc en particulier la période orbitale. D'accord ? Et donc, ces gens-là ont observé ce pulsar binaire pendant des années, pendant près de 20 ans, et ils ont déterminé que la période orbitale, c'est-à-dire la vitesse avec laquelle cette étoile-là tourne autour du pulsar qu'on est en train d'observer, donc en gros une huitaine d'heures, là, tel que c'est écrit ici, eh bien cette période de rotation, elle varie, elle diminue autour de temps. D'accord ? Donc on va passer, donc on a 8 heures et puis on perd quelques secondes. D'accord ? Alors on est capable de mesurer, comme vous le voyez ici, la période orbitale du coup à une précision qui est bien inférieure à la seconde, d'accord ? Et ce grâce au fait que le pulsar ici est une horloge atomique finalement, une horloge extrêmement précise. Et donc voilà, ils ont obtenu ces points rouges là. Et là, il y a les barres d'erreur aussi sur les points rouges. Alors, c'est difficile à voir parce que les barres d'erreur sont vraiment très, très faibles. Et puis, alors, qu'est-ce que ça dit ? Ça dit que ce système-là est en train sa période orbitale diminue, donc ce système-là est en train de perdre de l'énergie. Il est en train de perdre de l'énergie. Les deux étoiles sont en train de tomber l'une sur l'autre. D'accord ? C'est ce que ça dit. Et donc formulons des hypothèses pour cette perte d'énergie. Par exemple, il émet des ondes gravitationnelles. Il y a une quantité de l'énergie qui disparaît parce qu'on transporte de l'énergie au loin par émission d'ondes gravitationnelles. Si on fait cette hypothèse-là, et uniquement cette hypothèse-là, on obtient la courbe bleue. Et la courbe bleue, c'est un des accords les plus impressionnants en astrophysique. C'est 0,2%, et c'est
une preuve expérimentale de l'émission d'ondes gravitationnelles par ce biais-là. Donc on sait que les ondes gravitationnelles existent parce que ce pulsar binaire émet des ondes gravitationnelles. Ça a valu le prix Nobel à ces deux personnes-là, Russell Hulse et Joe Taylor, en 1993. Et je voulais signaler et souligner que d'autres personnes ont contribué. Alors, une personne qu'on ne connaît pas vraiment ici en France, qui est Joe Weisberg, qui était un des étudiants de Joe Taylor aussi. Et une personne, par contre, qu'on voit souvent dans les médias quand on parle de gravitation et de relativité, c'est le physicien-théoricien Thibaut Damour, qui a joué un rôle très important dans cette découverte-là. Alors voilà, donc on a une preuve expérimentale indirecte. Maintenant, ce qu'on voudrait faire, c'est les détecter ici sur Terre par un instrument. Donc ça, c'est des choses que des gens ont commencé à regarder dès les années 50. Et une personne en particulier qui s'appelle Joe Weber, qui est un chercheur, qui était chercheur à l'université du Maryland aux États-Unis, et qui a proposé une première conception de détecteur d'ondes gravitationnelles. Alors, son idée était que si on prend un objet matériel comme celui-là, une barre d'aluminium, d'accord, mais ça pourrait être autre chose, ça pourrait être la Terre, par exemple, une planète, eh bien, ce système-là, l'onde gravitationnelle interagit avec ce système-là comme un système masse-ressort, d'accord. En gros, on va aller exciter les modes propres, les vibrations propres des objets par une excitation due à une onde gravitationnelle, d'accord. Et donc, si à la barre, on colle des capteurs qui vont mesurer les vibrations de la barre, eh bien, on peut voir les ondes gravitationnelles, d'accord. Alors, il faut disposer plusieurs barres et puis les mettre en coïncidence pour s'assurer que les vibrations qu'on voit sont vraiment réelles, quoi. Mais c'est le principe de mesure. Alors, Joe Weber a opéré des détecteurs d'ondes gravitationnelles. En premier temps, c'était des barres qui étaient à température ambiante. Ensuite, on s'est rendu compte que l'agitation thermique, les vibrations thermiques des atomes qui composent la barre, c'est des choses importantes qui font du bruit. Et donc, c'est mieux on veut aller voir des choses qui sont des vibrations plus faibles que les vibrations atomiques dues au bruit thermique des atomes qui composent la barre. Et donc, on va les refroidir, la barre. On va la refroidir à des températures cryogéniques, là où les atomes arrêtent de vibrer, ne bougent plus, dû à l'agitation thermique. Et donc, c'est des choses qui ont opéré pendant plusieurs années. Il y a eu plusieurs détecteurs qui ont pris des données en réseau et qui n'ont pas trouvé. Ils n'ont pas trouvé les ondes gravitationnelles. Ils n'étaient pas assez sensibles pour pouvoir détecter des choses. En 1970, un nouveau concept d'instrument pour détecter les ondes gravitationnelles est apparu sous l'impulsion de plusieurs personnes, et en particulier du chercheur américain d'origine allemande, ici Rainer Weiss, du MIT à Boston, qui ont considéré l'utilisation d'un interféromètre. Alors je vais pas expliquer tout de suite ce que c'est qu'un interféromètre, je vais y venir là juste après. Je veux juste dire que Rainer Weiss a impulsé un certain nombre de choses. Il a publié un rapport essentiel au domaine ici, du point de vue expérimental, pour la caractérisation et la compréhension de ces instruments, comment est-ce qu'ils fonctionnent, etc., comment est-ce qu'on peut les construire. Et cela a abouti à la construction du projet LIGO ici. Alors évidemment, il n'a pas été le seul, hein, il y a eu une grande collaboration derrière. Ces deux grands instruments ici, qui sont l'aboutissement de son travail pionnier. En Europe, il y a eu un ensemble de groupes aussi qui ont travaillé sur ce sujet-là un petit peu plus tard, dans le milieu des années, au début des années 80, disons. Je voudrais souligner en particulier deux personnes qui ont été particulièrement importantes, le français Alain Brié, aujourd'hui à Nice, à l'Observatoire de Nice, et Adalberto Giazzotto en Italie. Donc, ces deux personnes ont été les pères du projet Virgo dans lequel je travaille aujourd'hui, qui est un instrument aussi du même type que LIGO, qui est près de Pise en Italie.
Depuis 2007, ces deux collaborations, LIGO et Virgo, fonctionnent comme une seule en fait, collaboration. Elles fonctionnent en réseau. Il y a toute une motivation pour ça. On analyse les données ensemble et on publie ensemble. C'est pour ça que je suis un des co-auteurs, par exemple, du papier qui a annoncé la découverte avec mes autres collègues de Virgo. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un interféromètre? Alors là, je vais devoir changer l'écran. Voilà. Donc, j'ai une petite animation là pour montrer ce que c'est qu'un interféromètre. Alors, si ça veut bien partir. Voilà. Donc, un interféromètre, c'est une source lumineuse, un laser, une séparatrice, deux miroirs de bout de bras et un détecteur, d'accord, qui va mesurer l'intensité lumineuse. C'est une photodiode, d'accord, en pratique. Donc, on éclaire la séparatrice. On a deux faisceaux laser qui se propagent identiques qui se propagent dans deux directions différentes. C'est réfléchi par les miroirs de bout de bras. Et ça revient, les deux faisceaux sont recombinés au point de recombinaison ici. D'accord ? Et on va aller regarder ce qui se passe ici. On va regarder la puissance lumineuse qui est reçue après combinaison. Et on va se débrouiller pour que ces deux miroirs ici se comportent exactement comme les mass tests que je présentais tout à l'heure dans mon ellipse, là, vous voyez, qui se déformait comme ça. Okay ? Ce sont deux objets qui sont sujets à la gravité uniquement et qui sont libres dans les degrés de liberté du plan ici. D'accord ? On voit que ce qu'on reçoit ici, en fonction du déplacement des deux miroirs, on reçoit ou pas de la lumière. On est sur la frange noire ou sur la frange claire. Ok, donc ça c'était une onde gravitationnelle qui passait à travers mon interféromètre, mais maintenant on va expliquer pourquoi c'est comme ça. Donc la lumière, c'est, comme je disais tout à l'heure, une onde, d'accord ? Une onde, c'est une oscillation comme ça, qui est réfléchie par le miroir de bout de bras. Et qui va se recombiner, d'accord ? Là, la longueur de parcours est identique, et donc les deux faisceaux ici reviennent en opposition de phase. Quand il y en a un qui est plus, l'autre est moins. Et donc quand on fait la somme, c'est 0. Il n'y a pas de lumière. Alors on va arrêter la lumière. Sur les ordinateurs, on peut faire ça. Et donc vous comprenez que quand je vais bouger les miroirs ici, d'accord, mon ellipse de tout à l'heure, eh bien, je vais produire ou pas une différence de phase qui va se traduire par oui ou non lumière. D'accord ? Par ce biais-là, je peux détecter les ondes gravitationnelles. Vous avez compris ça ? Vous avez compris tout. Voilà, donc ça c'est ma photodiode qui regarde la frange noire et la frange claire en fonction de la différence de chemin optique entre les bras. Alors bon, ça c'est le chemin de principe. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire que, bon, ça c'est l'idée de base, mais pour arriver à aller chercher 10-21, d'accord, un cercle qui se déforme de 10-21%, alors non, de 10-19%, eh bien, il faut aller au-delà de ce schéma de principe, d'accord. Donc il faut un peu compliquer l'interféromètre. On va rajouter des miroirs pour faire en sorte d'augmenter la sensibilité de cet interféromètre. Alors d'abord, je vais rappeler cette chose-là. Ce qu'on veut mesurer ici, c'est la différence du bras 1 moins la différence du bras 2 divisé par la longueur totale de mes deux bras. Et là, vous voyez, ici, il y a marqué L égale 4 km. Donc, c'est grand comme bras. Pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas faire plus court? Ça aurait coûté moins cher et probablement moins d'impôts à payer ensuite. Mais non, on avait besoin de ça. Alors, pourquoi on a besoin de ça? Parce qu'ici, on va atteindre 10-21 tout à l'heure. Si je veux aller voir ma source que je décrivais tout à l'heure, je dois avoir 10-21 ici. D'accord? Alors, j'ai l'équation ici, ça c'est L1 moins L2 divisé par L. J'ai un collègue qui a l'habitude de dire, ça c'est de la technologie divisée par de l'argent. Alors, pourquoi c'est de la technologie divisée par de l'argent? Parce que ici, plus j'augmente L, plus je dois construire des objets qui sont grands et donc plus je dois dépenser d'argent. D'accord?
Et là, plus je diminue delta L, plus j'ai besoin de mesurer quelque chose de petit, et bien, plus j'ai besoin de technologie. D'accord ? Donc, il y a un compromis à faire. Et ce compromis-là, il est plus ou moins résolu à des distances kilométriques, des longueurs kilométriques pour l'interféromètre. Au kilomètre, d'accord, on dépense centaines de millions d'euros, 200 millions d'euros. Ça reste acceptable dans les crédits de la recherche aujourd'hui. Et donc, on peut se permettre de construire un appareil comme celui-là. 10 km, ça commence à être plus compliqué. 100 km, c'est hors de portée. D'autant plus que déjà, aux quelques kilomètres, il faut compenser la courbure de la Terre. À 100 km, ça commence à devenir très, très compliqué en termes de génie civil. Donc, OK, disons kilomètres. Et donc, ça veut dire que la précision de la technologie, ici, pour la mesure de delta L, ici, c'est 10-18 mètres. 10-18 mètres, c'est ridiculement petit. Qu'est-ce que c'est que 10-18 mètres? C'est un milliardième de mètre. Alors, ça ne veut rien dire. Si je pars du cheveu, par exemple, j'ai encore beaucoup de chemin à faire pour descendre à ces fréquences-là. Pardon, à ces longueurs typiques-là. Et donc, voilà, il faut déjà descendre à l'échelle atomique 10-9 mètres, d'accord ? 10-9 mètres, c'est 1 milliard de fois plus grand que la distance de 10-18 mètres, c'est la distance interatomique dans un cristal, d'accord ? Il faut que je descende encore plus bas. Si je descends au rayon de l'atome d'hydrogène, 10-11 mètres, d'accord ? Je suis encore 10 millions de fois plus grand que le delta L qu'on cherche à mesurer. Le rayon du noyau atomique, c'est 10-15 mètres, c'est 1000 fois plus grand que la différence de longueur que je désire mesurer. C'est pour fixer les esprits, d'accord ? C'est une métrologie extrêmement précise. Et une métrologie extrêmement précise, grâce à des développements technologiques pionniers, une pièce maîtresse, évidemment, dans cet interféromètre-là, c'est les optiques, d'accord ? Les optiques, ici, c'est des miroirs. Alors, c'est bizarre comme miroir, hein. C'est des pièces de verre qui ont l'air transparentes. En fait, c'est des miroirs qui sont presque parfaits dans l'infrarouge, d'accord ? Dans le visible, ça laisse passer la lumière. Dans l'infrarouge, c'est des miroirs qui sont presque parfaits. La surface de ces miroirs est exceptionnelle. La surface de ces miroirs et des miroirs qui sont utilisés dans les détecteurs américains, a été fabriquée au laboratoire des matériaux avancés à Lyon. C'est une réalisation française. Alors, OK, donc j'avais prévu une présentation plus longue. Je voulais vous montrer une description. En fait, il y a une animation, une vidéo qu'on a qui permet de voir quelles sont toutes les composantes de nos détecteurs, en particulier le fait que c'est une expérience qui est intégralement suspendue, d'accord ? Parce qu'un détecteur posé sur Terre est sujet à l'agitation sismique de la Terre, et donc pour s'en abstraire, eh bien, il faut suspendre intégralement l'expérience. Alors, suspendre une expérience de 4 km, c'est pas facile, hein. Et il y a tout un ensemble de choses à réaliser. Vraisemblablement, je donnerai aux organisateurs le lien vers cette animation-là. Vous pourrez aller le voir sur Internet, c'est assez intéressant. Je vais passer aux observations. Et donc, les observations, c'est celle-là. Les deux instruments LIGO Hanford, qui est dans le nord des États-Unis. Mon pointeur est mort. Le LIGO Hanford, qui est dans le nord des États-Unis, et LIGO Livingston, qui est dans le sud des États-Unis, en Louisiane, ont commencé à prendre des données en septembre dernier et l'ont pris collecté des données pendant 6 mois, d'accord, jusqu'en janvier 2016. Et ça, c'est la sensibilité de l'instrument. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça décrit dans quelle fenêtre de fréquence on voit les ondes gravitationnelles. C'est la puissance du bruit, d'accord ? On voit les ondes gravitationnelles quand le bruit est bas, donc quand on est dans le creux de la courbe ici. La courbe rouge, elle est dans le creux entre 20 Hz et 1 kHz, d'accord ? On voit les ondes gravitationnelles dans cette fenêtre de fréquence-là. Ça veut dire qu'on va aller voir les objets. Vous vous rappelez, fréquence d'onde gravitationnelle égale 2 fois la fréquence orbitale des objets qui tournent à 10 rotations par seconde ou à 1000 rotations par seconde.
Ces observatoires sont très différents des télescopes standards. C'est des observatoires qui voient la totalité du ciel pratiquement, particulièrement au-dessus d'eux et en dessous d'eux, parce que les ondes gravitationnelles, la Terre est transparente aux ondes gravitationnelles. On ne peut pas localiser avec un seul instrument, il faut plusieurs instruments pour localiser. Je ne sais pas si on aura l'occasion de rentrer dans ce genre de détails. Alors, quel genre de signaux on a été chercher dans ces données-là, ces données recueillies? Un ensemble de signaux, des signaux transitoires, des sources qui émettent pendant un certain moment, puis ensuite ils s'arrêtent, et puis des sources continues. Alors, je ne vais pas avoir le temps de discuter de toutes ces sources-là. Je vais discuter essentiellement des binaires coalescentes, c'est-à-dire des objets qui sont des sources qui sont produites par deux objets astrophysiques, deux trous noirs, qui sont en orbite l'un de l'autre et qui font exactement comme le pulsar binaire que j'expliquais tout à l'heure. Elles orbitent l'une autour de l'autre en émettant des ondes gravitationnelles. Alors, vous aurez une présentation dédiée à ce type de signaux-là dimanche matin. C'est mon collègue, un éminent scientifique, Luc Blanchet, qui est spécialiste, un des 5 spécialistes mondiaux de ces thèmes-là. Et là, vous voyez qu'est-ce qu'on attend d'une source, en termes d'ondes gravitationnelles, d'une source de ce type-là. Vous voyez que j'ai une onde qui oscille, qui traduit le fait que les deux objets sont en rotation l'une autour de l'autre, et la fréquence d'oscillation est reliée directement aux masses des objets qui la composent. D'accord ? En regardant la vitesse d'oscillation là, de ce signal-là, je peux remonter à combien pèse le trou noir et l'autre trou noir. Et c'est ce qu'on appelle en anglais un chirp, ça veut dire gazouillis. Alors on n'a pas traduit en français. En français, on utilise le terme chirp et pas gazouillis. Alors ça pourrait ressembler... une chose qui est importante, c'est qu'entre 20 Hz et 1 kHz, c'est des fréquences que nos oreilles peuvent entendre. Donc quand on branche la sortie d'un détecteur d'ondes gravitationnelles sur un haut-parleur, eh bien on entend quelque chose et qu'on voit un signal comme celui-là, on entend quelque chose comme whoop, quelque chose comme ça. Là aussi j'ai un signal audio, mais voilà, on ne va pas avoir le temps de l'écouter. De septembre 2015 jusqu'à janvier 2016, on a analysé toutes les données, et dans ces données-là, on a trouvé 3 des signaux que je viens de montrer, d'accord, qui répondent exactement à la même forme. Ces 3 signaux, il y en a 2 qui ont été confirmés parce qu'elles sortent vraiment du bruit, et une dont on est un peu moins sûr, d'accord, mais qu'on montre quand même parce que ça y ressemble vraiment. Ces 3 signaux-là, il y en a un qui a eu lieu le 14 septembre, le dernier confirmé a eu lieu le 26 décembre, c'était notre cadeau de Noël, et celui qui a eu lieu, dont on n'est pas sûr, a eu lieu le 12 octobre. Je vais décrire essentiellement ce qui s'est passé le 15 septembre. Je n'aurai pas le temps de décrire les autres événements. Voilà le signal que nous avons observé le 15 septembre. La courbe rouge et la courbe bleue, c'est le signal reçu par le détecteur Hanford et le détecteur Livingstone, distants de 3000 km l'un de l'autre. Ces 2 signaux sont identiques et distants de 7 millisecondes. 7 millisecondes, pourquoi ? Parce que l'onde gravitationnelle n'arrivait pas directement à la verticale des 2 télescopes, d'accord, à la verticale des 2 détecteurs, mais vraisemblablement avec un certain angle, donc il est passé par un premier observatoire, celui de Hanford, et puis ensuite est arrivé à l'observatoire de Livingstone. Sur la 2e ligne, on voit le modèle, c'est-à-dire ce que la physique nous prédit de ce genre de signaux, et on voit qu'on a un très très bon accord. Si on calcule le résidu, la courbe modèle moins les observations, on voit le petit résidu qui est la 3e ligne, on voit que le résidu est plat, on a bien décrit notre signal. Combien j'ai encore ? Plus rien, d'accord. Bon. Je vais avancer dans peut-être que là, c'est des détails un peu techniques. Je suis désolé, je vais vous montrer des transparents que je ne peux pas discuter. Vous pouvez encore avoir 5 minutes, il n'y a pas d'autre conférence derrière. Ah, d'accord. 5 minutes. Qu'est-ce que je vais montrer ? Alors, je vais discuter de ça, là. Qu'est-ce qu'on peut extraire ? Qu'est-ce qu'on peut dire quand on a vu ce signal ? Quelle physique on peut apprendre ?
d'accord ? Alors, on va aller regarder ce signal. Là, c'est exactement le signal que je viens de vous montrer, et on voit qu'en gros, on a deux phases, une phase bleue, une phase rose, là, d'accord ? C'est 8 oscillations, d'accord ? 8 oscillations en 200 millisecondes. Dans une première phase, on voit que la fréquence accélère et l'amplitude augmente. Dans la phase rose, on voit que l'amplitude décroît brutalement, mais que la fréquence, elle, je peux vous le dire parce que j'ai fait le zoom, la fréquence se stabilise. Elle se stabilise en gros à une 150 Hz. En fait, non, pardon. Elle atteint la valeur de 150 Hz quand l'amplitude est maximum, et elle se stabilise à 200 Hz. Alors, qu'est-ce qu'on en déduit ? On peut en déduire plein de choses. On peut en apprendre énormément de choses avec des concepts de physique de base. Déjà, on voit des oscillations des ondes gravitationnelles. Donc, ça veut dire qu'il y a des mouvements de masse, d'accord ? Il y a des masses qui oscillent, il y a des choses qui orbitent, vraisemblablement, ou qui vibrent. Donc, ça, c'est une première chose. On a deux phases, donc on a deux régimes dynamiques, d'accord ? Dans la première phase, on a une fréquence qui augmente et une amplitude qui augmente. Si j'avais quelque chose qui vibrait comme ça, par exemple, typiquement, l'image qu'il faut avoir, c'est la station spatiale, l'astronome là, qui est en apesanteur et qui a une goutte d'eau dans l'espace, là, et qui perturbe un peu la goutte d'eau. La goutte d'eau, elle vibre comme ça. Mais elle vibre à une fréquence bien déterminée, la fréquence de la goutte d'eau, la fréquence propre de la goutte d'eau. Si on voit la fréquence qui varie, alors ce n'est pas des vibrations de ce type. La seule explication naturelle, c'est qu'il y a deux objets qui orbitent l'un autour de l'autre et qui vont perdre de l'énergie par émission gravitationnelle et qui vont accélérer dans une course folle jusqu'à la fusion. Et donc, ça nous permet cette hypothèse-là, si on fait cette hypothèse-là, à ce moment-là, on a 8 oscillations, donc 4 orbites, 1, 2, 3, 4, et en regardant effectivement la fréquence, on peut arriver à remonter, comme je disais tout à l'heure, aux masses de l'instrument. Alors, j'ai pas le temps de rentrer dans les détails effectifs de comment est-ce qu'on mesure les masses, etc. Mais en regardant la fréquence, l'évolution de fréquence, on peut remonter aux valeurs des masses qui composent l'instrument, qui composent la source. Et en gros, on a une masse qui est de l'ordre de 70 masses solaires. 70 fois la masse du Soleil. Il est intéressant de regarder ce qui se passe au point où les deux objets sont à la fin de la phase bleue, d'accord ? Alors, dans la phase rose, il se passe quelque chose d'autre. Et c'est un mouvement qui est différent. Donc, à la fin de la phase bleue, on est à 150 Hz. 150 Hz, 70 masses solaires, je peux appliquer les lois de Kepler et dire quelle est la distance entre les deux masses. Cette distance-là, c'est 350 km. C'est difficile de faire rentrer 70 masses solaires dans 350 km. La seule possibilité que vous ayez, c'est de faire rentrer, c'est des trous noirs, d'accord ? Si vous essayez de faire rentrer des étoiles à neutrons, on n'y arrive pas. Si vous essayez de faire rentrer des naines blanches, on n'y arrive pas. Si vous essayez de faire rentrer des étoiles, évidemment, on n'y arrive pas. Donc la preuve ici expérimentale qu'on est en train de regarder des trous noirs, c'est celle-là. La seule manière de produire ce signal et d'arriver à une oscillation de 150 Hz à la fin de la phase bleue, c'est de faire intervenir des trous noirs. Tous ces calculs-là sont décrits dans un papier qui est, pour les professeurs de physique en particulier, il y a des gens qui, en particulier, craignaient que les ondes gravitationnelles arrivent au baccalauréat l'année prochaine. Ça, c'est un bon papier à faire lire aux étudiants. Alors évidemment, peut-être pas ce papier-là, mais une distillation, je pense que c'est un papier qui est très accessible aux gens avec une petite formation de physique. Et c'est un papier très intéressant à lire pour un physicien. Voilà, donc ça c'est la description de mon... disons que effectivement, donc pour extraire les informations astrophysiques, etc., c'est pas exactement comme ça qu'on fait. On a des modèles extrêmement précis sur nos ordinateurs. On fait tourner des grandes simulations d'analyse des données qui permettent d'obtenir les paramètres de la source. Il y a une chose qu'il faut réaliser, c'est que ça, c'est le modèle qui est en meilleur accord avec les données. Les deux trous noirs, quand ils sont proches de la fusion, sont à une vitesse qui est 0,6 fois la vitesse de la lumière, presque la moitié de la vitesse de la lumière. D'accord, pour rendre l'idée. Et je conclus. Donc,
On a publié toutes les caractéristiques, d'accord, des événements qu'on a observés, toutes les masses des objets qui les composent, etc. On voit essentiellement ces binaires de trous noirs qui peuplent l'univers. On les avait jamais vus avant. Il y a une chose qui est remarquable, c'est que l'énergie émise par ces ondes-là en termes d'ondes gravitationnelles est considérable. On a estimé que 3 masses solaires sont parties en fumée lors de la fusion de ces 2 trous noirs. 3 masses solaires, c'est une quantité phénoménale d'énergie. C'est 5 fois 10 47 watts, c'est des échelles qu'on n'a pas présent. C'est en fait l'événement le plus lumineux en termes énergétiques jamais observé. Un petit calcul de derrière d'enveloppe, d'accord, qui est expliqué ici. Si on dit qu'il y a 100 milliards d'étoiles dans l'univers, 100 milliards de galaxies dans l'univers, que chacune de ces étoiles-là émet comme le Soleil, eh bien, on arrive à, en gros, le même ordre de grandeur. Cet événement-là est aussi lumineux que toutes les étoiles de l'univers prises en son entier. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là.